Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste vérifier que j'ai bien la possibilité de passer les panneaux. Ça marche. Où est-ce que vous faites ça? Ah, c'est vous qui l'avez. Ça marche? Je vais juste essayer de faire passer les panneaux. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, c'est parti. Bonjour. Écoutez, c'est intéressant pour moi de venir là, parce qu'en général, la librairie, je la vois à travers mon frère, qui est Yannick Burtin. Moi, je suis consultant dans le commerce. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et je conseille principalement toutes les enseignes de commerce, petites, moyennes, grandes, qu'elles soient indépendantes, spécialisées ou la grande distribution, comme vous l'avez appelé. Voilà. Et donc, ça fait beaucoup d'années. Je suis plutôt un homme de développement et de marketing, et c'est plutôt de ça dont je voudrais vous parler. Le client, c'est le premier élément du marketing. Juste pour vous rappeler, effectivement, avec mon frère, on a mis en place, on a créé une aventure familiale, en fait, une entreprise. Aujourd'hui, nous avons 5 lieux sur Paris, avec quelques noms d'oiseaux, peut-être certains les connaissent, le merle-moqueur, le guet-rossignol, et tout récemment, la mouette rieuse. Voilà, qui vient d'ouvrir, un concept particulier, qu'effectivement, on est un peu taquin et on dit ceci n'est pas une librairie, c'est un concept store culturel. En tout cas, on a profité d'un lieu un peu particulier où on a pu mixer un certain nombre de choses, et vous verrez, ça sera mon sujet de la relation client, c'est d'abord comment j'interagis avec un lieu. Donc il y a un café, il y a un restaurant, il y a une épicerie même d'ailleurs, il y a un lieu d'exposition, vous avez des pop-up stores aussi à l'entrée. On essaie de recréer un passage parisien, donc de travailler aussi beaucoup la question du design du lieu. Voilà par exemple quelques photos de l'ouverture qu'on a fait il y a un mois, donc c'est sur 3 niveaux dans le Marais. Voilà. Juste pour venir parler de la relation client et dans le commerce, en fait, de quoi parle-t-on dans cette relation client? En fait, finalement, la relation client, c'est pas simplement une relation interpersonnelle, c'est beaucoup plus que ça d'ailleurs. C'est toute forme d'interaction entre des personnes qui potentiellement sont acheteuses, un concept de commerce physique et digital. La question ne se pose plus, le commerce il est physique et digital maintenant. Et bien sûr, avant d'entrer dans le magasin, pendant et surtout aussi après l'acte d'achat. Et comme on dit, sans couture, ça veut dire sans problème particulier entre ces 3 types d'interactions. Quand on parle de client, la question souvent on confond un peu les choses et de qui parle-t-on en fait. Et du coup, on n'agit pas de la même manière selon les 3 états du client. La personne, c'est effectivement la personne, c'est celle à qui vous interagissez, vous la reconnaissez, elle est identifiée, vous échangez avec elle. Le shopper, désolé pour le terme anglais, mais c'est que le mot chaland n'était pas terrible. En fait, c'est celui qui déambule dans nos magasins. Il n'a pas forcément besoin d'interaction individuelle. Et puis le consommateur, c'est une donnée statistique. On y reviendra d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on retrouve dans vos fichiers clients. Il n'est pas identifié en tant que personne, mais simplement il sert à faire de l'analyse. On va faire des regroupements, les bons clients, les mauvais clients, et ainsi de suite. On verra d'ailleurs comment tout ce sujet est important en termes de segmentation client en particulier. Vous en avez parlé tout à l'heure, et je suis extrêmement d'accord. Les commerçants aujourd'hui vivent une période de transition intéressante, parfois un peu stressante, effectivement, quand on a des magasins à faire bouger ou des réseaux à faire bouger. On voit bien qu'aujourd'hui, la transaction, c'est-à-dire souvent on dit on passe de l'économie du bien à l'économie du lien. Effectivement, on vient plus dans un magasin pour un produit.
ou en tout cas on vient de moins en moins pour ça, et même pour le livre, hein, c'est vrai aussi, on a vu le poids d'Internet d'ailleurs, donc on vient parce qu'on recherche une expérience particulière, qu'on ne vit pas dans son salon, dans son canapé, avec sa tablette, du lien aussi, du lien social, et ça c'est très important, et donc c'est le commerce de liens. Et puis on n'est plus tellement sur la question de l'image, on est beaucoup sur des sujets de réputation, hein, la réputation dans son quartier, voilà, et c'est ça qu'on doit soigner en particulier. Et on voit bien que tous les commerces, et le livre en particulier, il doit être à la fois expérientiel, c'est-à-dire on doit vivre des expériences particulières dans nos magasins, relationnelles, hein, et bien sûr connectées, et les trois à la fois. Et même souvent on dit plus loin, plus proche, c'est-à-dire plus il y a du digital, plus il faut créer de la proximité. Et voilà, donc à la fois, c'est pas parce que j'ai un site, ainsi de suite, que mon magasin il doit être pauvre. Au contraire, il doit être encore plus riche, encore plus augmenté, parce que le site, parce que le web. La question de la relation client, c'est un vaste sujet, mais en fait, c'est à la fois l'effort, il est autant dans le quoi, c'est-à-dire le contenu, qu'est-ce qu'on veut faire comme type de relation, et le comment. Et dans le quoi, il se pose quand même souvent une question, quand on pense à la relation client, c'est le positionnement de son magasin. On verra d'ailleurs l'identité. Quelle identité vous avez? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez raconter dans votre quartier, dans votre commerce? C'est aussi le concept magasin, et on verra que le concept, ça ne se résume pas à un stock de livres ou un aménagement de magasin. C'est aussi des comportements particuliers que vous avez de vos équipes avec les clients. Et puis des pratiques de management, on reviendra d'ailleurs là-dessus. Et puis un concept que je voudrais vous proposer, qui est le concept de signature relationnelle. Ça veut dire en quoi, parce que j'ai une identité particulière, en quoi j'ai une relation particulière, singulière, vous disiez tout à l'heure, et en quoi, du coup, on pourrait dire que vous avez chacun une signature relationnelle particulière qui va faire la différence pour votre magasin. Et puis le comment, il y a des choses... Effectivement, la question de la gestion de cette relation, comment on la gère, comment on la suit, comment on la pilote. Il y a un sujet qui est très important, c'est le management. Le management, et c'est vrai d'une petite boutique jusqu'à un très grand magasin, le management c'est clé. Hein, c'est comment je fais en sorte que ce que j'ai dit que vouloir être, c'est constant, c'est pérenne dans toute l'année. Il y a un autre sujet qui est important, et c'est ça qui va produire les bons comportements et les résultats, c'est l'engagement des collaborateurs. Comment je fais en sorte qu'ils soient engagés. Si j'ai des collaborateurs engagés, j'ai des clients aussi qui vont me recommander. Et puis, quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est je peux avoir décidé quelque chose, mais comment je le rends pérenne, comment toute l'année je suis constant. Premier point, et c'est vrai pour vous, mais comme tout un tas de commerces, c'est qu'ils sont obligés de se revisiter aujourd'hui. Il y a pas mal de concepts dans le commerce qui sont vieux, qui ont été créés il y a très longtemps, et même des gens comme la Fnac, par exemple, ainsi de suite, on perd parfois leur âme. Il y a la question de ce que vous êtes, ce que vous aspirez être, et ce qui, bien sûr, est pertinent par rapport au marché dans lequel vous êtes, quoi. Et donc, il y a toute une grille de lecture, et l'idée aussi de ma présentation, c'est de vous montrer qu'il y a de la méthode, en fait. Il y a beaucoup de méthodes dans ce genre de travail, et des questions souvent assez simples, mais pas si simples que ça pour y répondre. Finalement, quelle est la lecture du marché que je veux promouvoir? Quel est nos traits de caractère distinctifs? Quel style de personne je ressemble plus? Quelle image le client a de lui-même en fréquentant vos magasins ou en achetant dans vos magasins? Ça paraît simple, mais ce sont des questions intéressantes à se poser, et en particulier à interpeller vos propres clients dans les enquêtes que vous devez mener. L'autre point dans le commerce, c'est l'innovation. Pour exister encore dans 10 ans, la librairie, mais aussi tous les commerces, il y a la question de comment je remets en cause souvent les soi-disant règles. L'innovation, c'est pas forcément aller chercher toujours ailleurs, c'est déjà de se regarder soi-même et de se dire est-ce qu'il y a des règles que j'utilise dans mon métier qui sont des règles qui sont obsolètes, ou en tout cas on ne sait plus pourquoi elles sont là, et en tout cas le client ne les perçoit pas et surtout ne les valorise pas.
Alors il se trouve que j'interpelle souvent mon frère, et en permanence d'ailleurs, je suis un peu le trublion là-dessus, parce que je ne suis pas libraire, mais je lui dis, voilà, pourquoi tu as toujours besoin de toujours plus de titres? Est-ce que c'est ça qui va faire la différence? Et on a essayé d'ailleurs sur le dernier d'en mettre beaucoup moins. L'autre point, c'est que je lui dis, pour moi, ce qui est important, c'est plutôt ton fonds de commerce client, ta base de données client, plus que ton stock produit. Voilà, parce que souvent, on investit énormément sur le stock produit et assez peu, finalement, sur la question du stock client. Parce que moi, je pense que c'est plus important le stock client. L'autre point, et pas mal interpellé mon frère là-dessus, je lui dis, mais finalement, est-ce que ta remise des 5%, ça vient d'où? Pourquoi tu l'as fait? Est-ce qu'elle est utile? Et d'ailleurs, on l'a enlevé. Et puis, au contraire, on a mis l'argent ailleurs, plutôt sur des questions marketing que des questions... Parce qu'en fait, elle n'était pas tellement perçue comme intéressante par les clients. Et ils préféraient autre chose et on a compensé par autre chose. La question aussi, c'est est-ce que dans une librairie, on doit trouver que du livre? Parce que finalement, le livre, c'est un formidable produit prétexte, a aussi d'autres produits. Vous parlez d'impulsion ce matin, 21%, j'étais assez frappé. Donc il y a plein de produits qui pourraient très bien se marier avec le livre, en tout cas en faisant attention à bien rester un libraire, donc en y allant doucement, mais on a fait un certain nombre de tests, y compris des produits alimentaires dans des fins d'année, des produits d'impulsion, très intéressants. La question aussi de l'aménagement, on voit souvent, une librairie, c'est souvent des rayonnages de livres. Or, on dit un lieu des liens. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas, dans une librairie, repenser des formes d'agora, des formes d'espace dans lesquelles on va pouvoir créer du lien, justement, créer des expériences. Voilà, il y a aussi comment on peut ranger les livres différemment. Hein. Donc, par exemple, là, on a testé des choses sur des verbes, voilà, découvrir, rêver, voir, et de l'organiser différemment. Voilà. Bon, c'est juste quelques exemples, mais c'est toujours intéressant de se reposer des questions dans un métier. Vous voyez, j'ai travaillé dans l'optique. L'optique, quand on rentre dans un magasin d'optique, on pense qu'il y a toujours des murs de lunettes. Mais bon, qui est-ce qui a décidé que c'était comme ça que ça devait se vendre? Et d'ailleurs, ceux qui marchent très bien dans le monde, dans l'optique, c'est juste, il n'y a pas de mur de lunettes, il y a des offres beaucoup plus différentes sur de la table, ainsi de suite. Et voilà. Donc, vous voyez comment on change des règles qui sont soi-disant acquises. Voilà. L'autre point, c'est la question du concept, c'est-à-dire que le client, la relation client, c'est quelqu'un qui interagit avec un concept. Et donc, un concept, c'est pas simplement une offre, un assortiment, c'est beaucoup de choses, et qui interagissent d'ailleurs. Et c'est pour ça que la question, c'est quand vous êtes clair sur votre identité, c'est comment ça se traduit concrètement, cette identité que vous voulez être, que vous voulez aspirer à être, dans chacun des éléments de ce concept, et comment on est cohérent ensemble. Voilà. Voilà, donc je vous passe le schéma, mais effectivement, on retrouve le management, on retrouve y compris les systèmes de gestion, et voilà, des services aux clients. Voilà. Je vous ai parlé de signature relationnelle. Je trouve que c'est intéressant. En fait, finalement, c'est la promesse que vous faites sur l'expérience vécue par le client à tous les points de contact. Évidemment, c'est un style, finalement. C'est votre style de relation client qui vous est propre. Et c'est un levier de différenciation qui, pour le coup, celui-là, il n'est vraiment pas copiable. Parce qu'en fait, on peut toujours venir chez vous et se dire, tiens, comment il a fait? Il a une interaction particulière, il me parle de manière particulière. Mais en réalité, certes, je peux repérer cette singularité, mais je ne sais pas comment elle a été produite. Voilà. Et effectivement, cette signature, ce n'est pas simplement un effet mécaniste. Le SBAM, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. Évidemment, ça c'est quand même le minimum, mais ça ne suffit plus, bien sûr. Voilà. Et puis, ce n'est pas juste l'initiative d'un vendeur qui a décidé de faire le malin et de trouver la petite phrase, et ainsi de suite. Non, c'est une cohérence d'ensemble d'un commerce. La question, c'est finalement comment on construit une signature relationnelle. Le sujet, c'est d'avoir quelques marqueurs de votre identité qui vont créer la préférence client. Et donc, comment on fait pour trouver ces marqueurs? D'abord, on observe beaucoup, on va voir, on écoute les clients, les collaborateurs aussi, qui peuvent avoir énormément d'idées. On décrypte aussi, je pense que c'est important de décrypter les nouveaux concepts, être curieux en fait.
Et pas spécialement dans le livre, mais sur tout type de commerce, et en France, et surtout à l'international, et en particulier des commerces de services. Je vous engage à regarder ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, qui est toujours très fort sur ce sujet. Et puis après, l'idée, c'est que ces marqueurs, on doit être capable de les traduire en comportement et en compétences dans vos équipes. Hein, et ces compétences, on doit pouvoir les valoriser, les promouvoir. C'est aussi de la formation. C'est aussi bien recruter. Hein, c'est sûr que. Et puis, pour le manager, c'est surtout être exemplaire. Voilà. Et puis, ces marqueurs, l'idée, c'est de les décliner à chaque moment clé du parcours client. On a vu tout à l'heure que le cadeau était très important dans le monde du libraire. Et l'empaquetage, par exemple, du cadeau, me paraît être un élément majeur sur lequel on peut travailler. En quoi, chez vous, il est particulier? En quoi vous faites le paquet cadeau d'une certaine manière? Il y a une forme de rituel qu'on installe et qui est intéressant parce que ça, c'est un marqueur simple. Il va en avoir beaucoup de marqueurs, mais d'avoir quelques-uns qui disent « Tiens, il se passe quelque chose ici, c'est assez différent ». L'autre point, la question, c'est la gestion de la relation client. Alors, c'est du marketing, hein, tout simplement. Il y a 4 étapes assez simples, mais bon, il faut les avoir. La première étape, c'est connaître et analyser. Et ça suppose d'avoir un fichier client, déjà. Et que ce fichier client, il soit quand même relié au fichier des ventes. Voilà. Donc, et ça, faire ce travail-là d'analyse permanente de ce fichier client et de suivi. J'ai vu que vous avez quelques outils. Et ensuite, une fois qu'on connaît, on co-conçoit des solutions pour essayer d'améliorer certains ratios, notamment clients. Et puis après, on agit et on co-agit d'ailleurs. Hein, moi, j'aime bien le co. Je pense qu'on est dans un monde du co, le co-concevoir, le co-agir. C'est avec ses clients, avec ses collaborateurs. On met en place ce qu'on a vu. Et surtout, on n'oublie pas, c'est de mesurer ou de faire mesurer par ses équipes. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple si ce qu'on a créé en fait produit du résultat et améliore de fait la base client et les données clients. Et ça, c'est en permanence, c'est un cycle. Finalement, c'est le résumé d'une fonction marketing. C'est ça, c'est ces 4 étapes. Voilà. Je voudrais vous donner quelques bonnes pratiques. Il y en a une qui vient du monde anglo-saxon. Donc, ils appellent ça le Net Promoter Score. La question de la satisfaction, on dit toujours, on fait des enquêtes de satisfaction pour vérifier si nos clients sont contents, satisfaits de nos librairies. Mais en fait, ça ne suffit plus, en fait, parce qu'en réalité, vous parliez d'infidélité, elle est forte. Donc la question, c'est est-ce qu'il est prêt à s'engager et est-ce qu'il est prêt à vous recommander? Et la recommandation, c'est un acte beaucoup plus engageant que ça me dire « oui, j'étais satisfait ». Et du coup, donc les anglo-saxons ont mis en place cet indicateur qui est vraiment extrêmement intéressant à suivre et à piloter. Hein, et vous voyez que, en fait, l'idée, c'est que cet indicateur-là, en fait, c'est une somme à la fois de promoteurs et de détracteurs. Et on est détracteurs si ils répondent de 0 à 6. Hein, donc forcément, celui qui vous donne dans la moyenne un 6-7, c'est pas très bon, quoi. Hein, donc en fait, les bons scores, les très bons scores, il y a des enseignes en France qui ont ces très beaux scores, des enseignes comme Grand Frais, peut-être que vous connaissez, ou Biocop, en fait, ils ont aujourd'hui des scores qui sont à l'excellence autour de 40, 50, ce qui est assez incroyable. Et vous voyez, des Leclerc, dans des études comme celle-là, ils ont plutôt moins 7. Vous voyez, on peut être en négatif aussi. Et donc c'est intéressant, cet indicateur-là, parce que c'est intéressant à mesurer et surtout à suivre. Voilà. L'autre bonne pratique que je voudrais vous proposer, c'est les tables rondes clients. C'est assez simple. Ça fait toujours du bien d'écouter ses clients et donc et de le faire assez régulièrement d'ailleurs, soit sur un point particulier, traiter un problème, ou plutôt positivement, c'est-à-dire évaluer une offre, un nouveau service, ou préparer un événement d'ailleurs. Voilà, l'idée c'est plutôt de recruter par volontariat, c'est intéressant là-dessus, par annonce, ou en tout cas en interpellant dans votre fichier client. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se mettre en posture d'écoute, hein, parce que c'est ça le sujet, c'est vraiment la question de l'écoute. Et voilà, en associant les collaborateurs, ça peut avoir un effet extrêmement intéressant, parce qu'ils écoutent ce que les clients disent, et ça a beaucoup plus d'effet parfois que ce que le manager dit. Voilà, et pas oublier bien sûr de récompenser à la fin de ces tables rondes.
La troisième bonne pratique que je vous propose, c'est le miroir client, parce que souvent on pense que ce qu'on a développé, c'est super et que le client le perçoit très bien, il le reconnaît très bien. Et donc c'est intéressant d'interroger à la fois ses clients sur ce qu'ils pensent être important, de son point de vue, et en même temps les collaborateurs. Et parfois on peut être assez surpris de voir que les collaborateurs peuvent très bien apprécier, penser que par exemple le point 1, qui est ici, dit le petit rond blanc là, ou le carré rouge 2, les collaborateurs disent ces aspects-là sont très importants pour les clients. Or, le client, vous voyez, pas du tout, il le perçoit pas du tout. Et ça, c'est important, ça permet juste de bien caler ses efforts, parce que des fois, on met beaucoup d'énergie sur des points qui ne sont pas perçus, reconnus et surtout valorisés par les clients. L'autre point également, c'est que la maîtrise des données clients, c'est pas une option, enfin, c'est plus une option, hein, c'est pas du tout ça. Et donc évidemment, ça veut dire qu'il faut faire parler ces données. Enfin, votre actif, l'actif le plus fort que vous avez, c'est vos données clients, hein, ces données de vente, données de carte de fidélité, et puis évidemment une informatique robuste, c'est un très bon investissement, et puis en fait dédier du temps à l'analyse aussi, parce que souvent on a un bel outil, ainsi de suite, mais on passe pas assez de temps sur l'analyse, et surtout les plans d'action qui vont bien. Donc il y a quand même des bonnes questions à se poser. Qui sont mes bons clients? On a vu ce matin un certain nombre de données. Donc comment je me place par rapport à toutes ces données? Et puis comment ça évolue surtout? Voilà. Et quels indicateurs je me donne? Voilà, je mis quelques exemples, mais il y en a un certain nombre d'analyses un peu essentielles à faire et à partager avec son équipe. Pas oublier d'ailleurs aussi qui sont les clients qui sont des fans de Facebook ou qui likent les posts. Ça, je pense que c'est pas simplement dans le magasin que ça se passe. Autre point, on parle beaucoup du big data aujourd'hui, c'est effectivement celui dont on ne doit pas prononcer le nom l'utilise beaucoup, le big data, mais en fait aujourd'hui c'est devenu une commodité, c'est de plus en plus accessible, y compris pour le commerce indépendant, et il est même important qu'en tout cas le libraire indépendant ou les indépendants en général s'en emparent. Ça veut dire quoi? De quoi s'agit-il? En fait, c'est à la fois c'est l'art et la manière d'analyser des données à la fois qualitatives, qui proviennent d'enquêtes clients que vous menez, et de clients et de non-clients d'ailleurs, c'est important de comprendre pourquoi les gens ne viennent pas chez vous, et quantitatives, et là on retrouve nos données vente et fidélité. Voilà. Et ces analyses statistiques, plutôt en tout cas d'algorithmes prédictifs, en fait, ils nous permettent de repérer quels sont les segments de clients qui font notre rentabilité, mais surtout quels sont ceux qui font notre rentabilité de demain, quoi. Parce que c'est celle-là qui est intéressante sur le prédictif. Et du coup, ça nous permet, pour capter ces cibles prioritaires, ça nous permet de retravailler en fait nos offres, de retravailler nos investissements. Et c'est vraiment impressionnant d'ailleurs, pour l'avoir vu sur certains clients aujourd'hui, l'effet que ça peut produire. J'avais un grand magasin très récemment là, qui pensait qu'il avait 100 000 clients. En réalité, il faisait son chiffre avec 15 000. Et en fait, en écoutant et en faisant du prédictif sur ces 15 000, il s'est aperçu qu'il n'avait pas les bonnes offres. Donc il a retravaillé son assortiment entièrement. Il a retravaillé ses investissements marketing. Plutôt que d'envoyer partout, il pouvait mieux cibler. Donc le retour sur investissement était extraordinaire. Voilà. Évidemment, moi ce que je pense, c'est que quand vous avez parlé de syndicats tout à l'heure, je pense que c'est typiquement aux syndicats de mutualiser ça, parce que c'est coûteux, ce qui est coûteux dans cette affaire, c'est les algorithmes, ainsi de suite, mais finalement, après, une fois que vous avez mutualisé ça, c'est relativement accessible pour un magasin donné, quoi. Et très très intéressant. Donc, dernier point, et je passerai vite, c'est oui, évidemment, il faut avoir une stratégie digitale, c'est-à-dire comment je fais du community management, même à son échelle, hein, on n'est pas obligé de parler de ces grandes enseignes, mais même à son échelle, et nous on a mis en place un community manager d'ailleurs, parce que ça veut dire une compétence particulière, certes, pour s'occuper de ça et travailler tout un tas et comme ça bouge en plus sans arrêt, donc c'est comment je vais chercher, et en particulier les jeunes, puisque c'est ceux qu'on a envie de faire venir dans nos librairies. Alors l'autre point qui me paraît essentiel, c'est il y a un triptyque qui fait une sorte d'équation gagnante, qui est que si je dois travailler, si je veux beaucoup de recommandations de mes clients,
et un NPS très fort, il faut aussi que mes salariés ils aient une forme de bien-être. Et ça, c'est essentiel si je veux qu'ils produisent d'ailleurs des comportements vertueux et qu'ils soient ambassadeurs de ma marque et qu'ils s'engagent, quoi. Et si j'ai ça, c'est parce que j'ai ça que j'ai de la performance économique et financière. Et aussi que j'ai des indicateurs de performance RH, c'est-à-dire turnover, d'absentéisme, ainsi de suite, qui sont excellents. Et c'est vraiment cette équation-là, c'est-à-dire que comment je fais en sorte que mes salariés soient fiers de leur entreprise et qu'ils soient dans le bien-être, la bienveillance, on verra ce que ça veut dire, qu'ils produisent des comportements, ce qui ferait que du coup mes clients vont le reconnaître, ils vont pouvoir me recommander, et tout ça, ça va produire un cercle vertueux et qui va m'amener vers la performance. Et c'est des effets assez incroyables, et ça marche sur tout commerce confondu. Je peux d'ailleurs avoir un concept qui n'est pas terrible, une offre qui n'est pas terrible, ainsi de suite, mais si j'ai ça, ça peut compenser beaucoup de choses. L'autre point, c'est la question du manager. C'est en fait la pièce maîtresse, c'est lui, le chef d'orchestre, qui va faire en sorte qu'on va produire tout ça. Et c'est effectivement dans ces librairies où on fait tout, il y a beaucoup de choses à faire. Vous parlez de manutentionnaire. Enfin, c'est vrai que c'est un métier où on n'a pas beaucoup de temps pour prendre du recul à la fois sur ses données, à la fois sur son équipe, sur sa façon de fonctionner. Mais néanmoins, c'est quand même par lui que ça passe. Et donc, il y a un vrai sujet de montée en compétence du management. Et c'est très vrai dans le commerce en général. Le commerce, en France en particulier, est très pauvre sur cette question-là du management. Et or, c'est ce qui va produire l'équation gagnante précédente. On voit noueur de liens, animateur d'équipe, porteur de sens. C'est lui qui va raconter en permanence ce concept, cette identité que vous voulez porter. C'est lui qui l'incarne le mieux. Voilà. Et bien sûr, il a une expertise métier qui doit être reconnue, mais pas seulement. Et lui, en particulier, il faut que, si on veut que les collaborateurs ils comprennent bien ce qu'on attend d'eux et qu'ils produisent les comportements qu'on veut avoir, et cette fameuse signature relationnelle, il y a des questions toutes simples qu'on doit mettre en place. C'est la question de peuvent-ils, c'est-à-dire est-ce que l'organisation de la boutique ou du commerce lui permet de faire le boulot, quoi. Lui permet d'avoir le comportement qu'il a, et c'est pas toujours le cas. Il y a une façon d'organiser le travail qui ne permettent pas de produire des bons comportements. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Et ça, c'est important, c'est aussi l'intérêt n'est pas que financier d'ailleurs, mais il y a la fierté, il y a la reconnaissance aussi, et ça c'est important de travailler là-dessus. Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils ont intérêt à faire que notre boutique fonctionne et que voilà. Ont-ils envie? Et ça aussi, c'est un vrai sujet. Des fois, ils n'ont pas envie. Donc, du coup, comment je vais créer les conditions? Comment le manager il va créer les conditions pour que l'équipe ils aient envie, développe de l'envie? Et puis, savent-ils? Il y a une question de formation. Et ça, c'est important de repérer les éléments qui pêchent et qu'on peut compenser par la formation. Et l'autre point auquel je tiens, moi, beaucoup, c'est vous êtes souvent beaucoup des indépendants. Et donc cette indépendance, elle est importante. Et donc la question, c'est comment vos salariés, ils savent ce qui est imposé, c'est-à-dire les figures imposées, et ce qui est libre, dans lequel ils peuvent prendre des initiatives, ainsi de suite. Et donc c'est vrai que c'est une forme de management qui est de mettre un peu d'équilibre entre ces deux tendances un peu contradictoires, entre mettre de l'ordre et permettre la vie. Mais c'est ça aussi le management, c'est comment je redonne des espaces à mes équipes pour qu'elles puissent créer, prendre des initiatives, se dépasser. Voilà. Et c'est ce qui va faire leur motivation. Et la relation client en particulier est justement un terrain de jeu extraordinaire pour s'exprimer, avoir des idées, les proposer, faire avancer, ainsi de suite. Je vous parlais tout à l'heure une fois qu'on a fait tout ça, ce qui est compliqué, c'est comment je fais en sorte que ça marche tout le temps, toute l'année, en permanence, quoi. Et il y a un sujet qui est tout bête, c'est en fait expérimenter en permanence. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée en réalité. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, l'idée c'est de les mettre en place, déjà de générer l'idée avec l'équipe et comment je fais en sorte que l'idée fuse, et ensuite derrière comment je la mets en place et surtout comment je mesure que cette idée elle a porté ses fruits, quels indicateurs je me donne.
Et souvent, les magasins, ou en tout cas les chaînes de magasins qui fonctionnent bien, c'est celles qui ont, plus c'est comme le sport, en fait, elles ont des moments d'entraînement dans l'année, donc elles vont avoir 3-4 moments dans l'année, où c'est plutôt des moments de, par exemple, d'un mois, 4 semaines, où elles se disent, pendant 4 semaines, je vais m'imposer une façon de travailler, une amélioration continue, et je vais m'imposer de réfléchir sur quelques sujets, voilà, dans lequel soit parce que mes données m'ont montré que j'étais un peu faible, voilà, soit parce que j'ai envie d'innover, voilà, et pour étonner mes clients. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je crois qu'on avait la possibilité de questions. Et sinon, on se retrouve à discuter pendant le déjeuner. Voilà, merci. Ah, il y a des questions. Je vois pas la salle, pardon. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Monsieur Burtin, j'ai trouvé ça passionnant et j'avais juste une question. Vous avez enlevé la carte de fidélité, mais vous avez un travail sur vos clients. Donc comment est-ce que vous alliez le fait de faire ce travail sur vos clients dans vos librairies et en même temps de ne pas avoir la carte de fidélité? Je comprends ah non, pas mais la carte de fidélité, elle n'est pas forcément accrochée aux 5%. On peut avoir une carte de fidélité, ça dépend ce qu'on appelle fidélité. Ils apprécient énormément de recevoir, d'ailleurs, avec cette carte, les opérations qui vont venir dans la librairie, ainsi de suite. Donc c'est au contraire une façon de s'identifier pour qu'on puisse avoir leurs coordonnées, pour pouvoir les informer régulièrement. Ils le demandent d'ailleurs, c'est plutôt comme ça. Et on n'a pas eu de problème d'ailleurs en l'enlevant. Enfin, c'est plus une carte de membre ou quelque chose comme ça? Ouais, on va dire une carte de membre, ouais, c'est ça. C'est vrai que vous avez raison, le mot carte de fidélité, c'est pas le bon mot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Bonjour. Je voulais avoir quelques précisions, peut-être en 2 minutes, du cycle que vous décriviez à la fin. Le cycle vertueux en 4 semaines où je me focalise sur un élément à faire évoluer. C'était un peu court. C'est beaucoup, vous avez dit, c'est ça? C'était un peu court, en fait. J'ai pas très bien compris le système. Et ça me semble intéressant pour nous libraires qui n'avons pas le temps de se poser très régulièrement. En fait, on n'a jamais le temps, donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'imposer. Alors après, la fréquence, honnêtement, c'est très variable. Moi, par exemple, je trouve que c'est intéressant de s'imposer à un moment, vous voyez, alors je sais que c'est jamais simple, mais octobre, c'est pas mal, ça permet de s'échauffer juste avant la période de fin d'année, qui est toujours un peu compliquée chez vous, ou un moment un peu plus calme, qui est plutôt mai-juin, par exemple. Donc c'est vrai que 2 à 3 dans l'année, c'est bien. Pourquoi 4 semaines? Parce que c'est assez intense, il faut accepter de faire des petits ateliers avec son équipe, de faire un autodiagnostic, d'ailleurs, avant de commencer cet exercice, pour repérer en fait les sujets sur lesquels il faut travailler, et puis être très sélectif. Ça ne sert à rien d'en faire beaucoup, d'en faire 1 ou 2, pas plus, sur chaque période, des points un peu critiques, et puis de les travailler pendant 4 semaines, dans une manière un peu intense, pas plus long, parce que sinon après, il y a une forme d'épuisement, quoi. Mais bon, après, chacun son bon rythme. Et puis je trouve que c'est intéressant, c'est de responsabiliser ses collaborateurs. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, trouvé qu'il y avait 2 sujets d'amélioration, je choisis 2 collaborateurs, je les nomme un peu ambassadeurs de ces sujets-là, et c'est eux d'ailleurs qui vont le porter. Comme ça, en tant que manager, vous voyez, j'ai une forme déjà de management un peu particulière. Et ça marche plutôt bien, ça. Et c'est même souvent intéressant de leur faire l'autodiagnostic eux-mêmes. Comme ça, du coup, vous voyez, les sujets viennent de tout seuls, quoi. Voilà. Bon. D'autres questions? Je vous remercie.